Bonjour chers entrepreneurs. Ce matin, nous sommes ravis d'échanger avec Madame Kayi Nathalie. C'est ça. C'est bien ça, merci beaucoup. Directrice générale de l'entreprise Deux Saisons, basée dans la sous-préfecture de Saint-Fra. C'est ça, d'accord. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un plaisir de vous rencontrer ce matin sur ce très beau site. Est-ce que déjà pour nos auditeurs, vous vous présenter? Je vais vous dire déjà merci d'être venu à notre rencontre et pour pouvoir voir nos réalités en fait. Donc merci et puis bienvenue sur le site de Deux Saisons. Donc je suis Nathalie Kayi, j'ai fait une carrière de 30 ans dans la communication, publicité de façon panafricaine. Donc j'ai commencé mon parcours en France et puis en Côte d'Ivoire, j'ai fait le Bénin et puis j'ai monté des agences au Burkina. Et j'ai géré aussi des agences au Congo. Donc j'ai fait pratiquement 25 ans de carrière dans le management et dans la communication au niveau panafricain. J'ai découvert que vous avez un double profil. D'abord, profil de la diaspora. Donc une Ivoirienne partie à la conquête, je dirais, de l'Afrique, du monde même avec la France. Donc qui décide de revenir au pays. Et également qui décide aussi de faire un saut dans l'entrepreneuriat, mais dans un secteur qui est un peu différent de là où vous voulez. Donc, comment vient l'idée d'entreprendre? Et puis, forcément aussi, pourquoi forcément dans ce secteur qui est celui de la transformation de nos produits agricoles? L'idée de l'entrepreneuriat, en fait, j'ai fait une partie de ma carrière au Burkina. Et là, j'ai vu qu'il y avait un vrai business dans tout ce qui était mangue séché. Et moi, ma première passion, en fait, c'est la cosmétique. Donc je me suis rapprochée en fait des coopératives de femmes de carité, des coopératives de carité, et j'ai vu que là, il y avait une possibilité de transformer le noyau de mangue en beurre de mangue. Donc c'est là qu'a commencé toutes les idées, et puis je me suis dit pourquoi pas travailler sur la pulpe, parce que j'ai vu que aussi en Côte d'Ivoire, il y avait un véritable gaspillage. Il y avait 70% de pertes post-récolte des mangues. Donc je me suis dit, bon, ça va peut-être engranger un certain nombre de gaspillages. Et puis après, on pourra voir cette question de cosmétique avec la gestion des déchets dans le noyau. Donc c'est vraiment de là est parti donc du Burkina et puis du secteur de carité qui m'a envoyé sur le secteur des mangues en fait. On essaie déjà de suivre votre parcours. C'est le parcours de l'entrepreneur, donc il y a l'idéation. Donc vous avez une idée, vous décidez de partir en affaires dans un secteur qui nécessite aussi beaucoup de capitaux. Donc comment se passent les premiers moments de cette aventure-là? Vous mobilisez des parents certainement, des amis, et puis progressivement vous avez accès à de l'information. J'ai commencé déjà à me renseigner quand j'étais déjà, depuis plusieurs années, j'ai commencé à travailler sur ce projet, je ne suis pas tombée dedans. Donc j'avais déjà des données, mais après quand j'ai été libre à 100%, j'ai fait des tournées en fait à l'intérieur du pays, au nord, et je suis passée par le FIRCA qui m'a mis en contact avec des unités qui avaient profité de certaines subventions. Donc avec eux pendant plusieurs mois, j'ai été en collaboration avec eux, j'ai vu un peu leur parcours, j'ai eu beaucoup de partage d'expérience. Donc c'est là qu'on a commencé à monter le business plan et puis que j'ai pu capter un peu des personnes de mon entourage pour entrer dans l'actionnariat. Donc ça a été la partie la plus facile en fait. Parce que la plus facile, c'était de monter le dossier. Ça avait l'air sur papier assez alléchant. Donc voilà, c'est pas vraiment, c'est mes parents, mes frères, des amis, vraiment dans le cercle de mon entourage. Donc voilà comment on monte le dossier et qu'on commence à construire ce bâtiment qui a été terminé il y a 1 an à peu près et qu'on a commencé la première production. Intéressant, puisque ceux qui nous écoutent, vous avez parlé de la partie la plus facile, la plus intéressante, qui est la phase de conceptualisation. Oui, tout à fait. Ou bien sûr, on prépare un business plan. Voilà, c'est ça. On essaie de faire atterrir dans un document notre compréhension du projet. On prépare un business plan. Et puis on commence les investissements. Et puis ce business plan lui-même se trouve être challengé parfois. Voilà, c'est ça. Parce que des éléments qu'on avait anticipés, on se rend compte bien sûr que sur le terrain, ce n'est pas forcément effectif. Et bien sûr, on va chercher des ressources. Donc pour pouvoir partir votre business, il me semble, d'après en tout cas ce que nous avons pu lire sur vous, que vous avez eu en tout cas accès à certaines ressources étatiques, notamment l'appui du CPC. Donc comment cela s'est-il déroulé? Ok, donc c'est sur le montage du dossier au moment du business plan, comme il y avait des investissements à faire à importer, donc c'est là qu'on a demandé, on a monté le dossier du CPC pour avoir l'agrément. On est en zone 3, donc on a le maximum d'allègement.
Donc il y a deux parties, hein. Il y a la partie sur l'investissement, donc on a des exonérations sur le droit de douane, sur la TVA qui est reportée en fait. Et puis après il y a la partie où on est en exploitation. Donc là on est en train d'en bénéficier, donc il y a un certain nombre d'allègements sur les salaires, des choses comme ça, donc voilà. C'est un point important de notre échange, puisque en général les entrepreneurs n'ont pas toujours la bonne information. Parfois l'entrepreneur estime que tout est difficile et que souvent ils ont même peur d'aller vers l'État parce qu'ils craignent qu'en allant vers l'État, bien sûr, ils seront tout à coup attaqués par les questions fiscales. Et là, effectivement, comme vous le dites, et puis pour ceux qui nous suivent, bien sûr, c'est déjà de faire comprendre qu'effectivement, il est important de se rapprocher des structures, qu'il y a un cadre incitatif qui est mis en place et que surtout lorsque vous investissez à l'intérieur du pays, dans le code des investissements, il y a différents instruments que l'État a mis en place. Donc cette phase passée, vous commencez les cheminements, les premiers mois. Comment se déroule la première année progressivement? Nous, on a commencé par la construction du bâtiment. Ça a été le premier challenge. Donc, on est venu se confronter avec la réalité. Par exemple, on n'avait pas prévu de faire cette voie, en fait. D'accord. Et quand le premier jour de la construction, on est venu trouver, c'était en pleine saison des pluies, et on est venu trouver de la boue, de l'argile. Et je pensais, j'ai dit, mais comment les camions vont arriver là, en fait? Donc, c'est là qu'a commencé un peu le parcours. Et je crois que aider du sous-préfet et puis de l'aménagement du territoire, ils nous ont aidés à faire cet aménagement de route. Bon, on a bien sûr payé, mais on a eu les facilités. Donc il y a eu ça. Et puis après, il y a eu toute la construction, il y a géré les prestataires, il y a les retards à gérer. Et puis après, bon voilà, il y a tout ça qui a pris à peu près une année, 8 mois en fait pour la construction du bâtiment. On fait un business plan et puis après il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Donc il faut rechercher des financements au fil de la construction du bâtiment. Donc ça a été aussi un autre challenge. Et puis on a eu deux grands défis, c'est l'accès à l'énergie et à l'eau potable. Parce qu'ici on est en zone rurale. C'est bien d'être en zone rurale parce que nous on va aller sur la certification bio. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé dans la zone industrielle. Et puis on voulait profiter aussi de l'espace qu'on a pour faire du replanting après. Donc on a dû avoir deux investissements sur le raccordement à l'électricité par le branchement et puis aussi le raccordement de la sous-dessie. Donc c'est ça qui a été un peu difficile. Donc le volet aménagement de l'espace déjà. L'aménagement de l'espace et puis accès à l'énergie et puis à l'eau. Donc voilà. Effectivement, tout à l'heure, vous m'aviez mentionné lors de notre échange que vous avez des difficultés par rapport aux questions de coût de l'énergie. Il y a différentes structures qui sont à vos côtés. Concernant Côte d'Ivoire PME, notre rôle est d'être le premier partenaire de l'entreprise, pouvoir aider cette entreprise à fédérer l'ensemble des ressources gouvernementales. Donc sur ces différents conseillers vous apporteront l'appui nécessaire. Il y a aussi des choix stratégiques que vous avez faits. D'accord. Oui. Vous décidez de vous lancer dans les fruits séchés. Oui. Le fruit principal c'est la mangue, plus ou moins. En tout cas, Passeret déjà s'installer au nord. Vous faites un choix de vous installer, je veux dire, un peu dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il y a certainement des raisons qui motivent cela. D'accord. Quand on a fait la tournée au nord, j'ai trouvé dommage en fait qu'on fasse un tel investissement parce qu'un dryer c'est quand même ça a un coût et certaines unités l'utilisent que 4 mois dans l'année. Moi je me suis dit donc comment faire perdurer cet investissement et puis l'exploiter sur toute l'année, c'est de pouvoir sécher d'autres fruits. C'est pour ça qu'on s'est basé un peu sur Yamoussoukro pour avoir accès à tous les fruits et légumes. Donc il y a l'ananas éventuellement, il y a aussi le gingembre qu'on peut sécher. Donc c'est ça qui nous a poussé à nous installer un peu au centre du pays. Je ne suis pas originaire de cette zone, mais je me dis que tous les Ivoiriens sont la bienvenue partout. Et ici j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un besoin de travail en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas venir implanter une unité dans une région où l'accès au travail n'est pas facile en fait. Beaucoup d'entreprises sont concentrées autour des ressources, donc vous préférez être à Abidjan ou à San Pedro parfois. Donc vous décidez de vous installer en région et puis bien sûr quand on est en région il y a tous ces cadres paisibles qu'on a. Aujourd'hui quels sont les défis que vous rencontrez? La première année de production, il y a eu un défi majeur auquel on a dû être confronté, c'est le fonds de roulement.
Donc on a eu des partenariats avec des producteurs qui nous avaient promis de nous livrer des produits à tempérament et qu'on payerait après. Donc à un moment donné, ils nous ont plus livré en fait. Donc l'activité a été amoindrie. Donc c'est le premier élément, c'est vraiment l'accès au fonds de roulement. Donc, et puis bon, on a fait une demande de prêt qui a été refusée. On n'a même pas eu les explications, ils nous ont même pas dit pourquoi. On n'a même pas eu de réponse en fait. Donc on se retrouve là, on s'est dit bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon affaire en fait, ou que les banques. Donc on peut se décourager et puis se dire bon, comme les gens m'ont pas accompagné, est-ce que le business a un problème ou pas? Bon, on a continué. Mais après, on était tellement dans le rush qu'on ne peut pas peut pas gérer plusieurs banques. Après, ça fait des coûts, ça fait des frais. Non, on comprend bien sûr cette frustration, surtout que vous cherchez un banquier qui soit un partenaire. Donc, même si le prêt est refusé, mais qui vous indique quand même les difficultés que vous aviez pour que vous puissiez vous améliorer. Donc là, vous êtes resté sans réponse. Et donc, au jour d'aujourd'hui, comment vous voyez les perspectives? La première production, on s'est posé et on a fait un bilan et on a pu rentrer dans des programmes, par exemple du CBI, qui dans leur cohorte ont une quinzaine d'entreprises de secteur des mangues et qui facilitent un peu l'accès à l'international. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on avait fait un tel investissement parce que nous, dans notre stratégie, on allait acquérir la certification au fil des années, en fait, pour acquérir des marchés internationaux. Donc là, on s'est dit, c'était une priorité pour nous. On a eu la certification Codinum qui nous ont permis de vendre les produits en local, mais il fallait qu'on accède à des certifications comme HACCP pour pouvoir avoir plus facilement accès au marché étranger. Avec le CBI, après, on a tapé à toutes les portes et puis on a pu avoir une première subvention avec l'ATCI, le PARCI 2, qui nous ont permis d'avoir une subvention pour commencer la certification. Et puis après, on a pu avoir une deuxième subvention avec ITC et la qualité des produits en Afrique qui nous ont accompagnés en fait sur ce processus de certification. Donc de là a débouché sur une mise en conformité du bâtiment et on a dû faire un deuxième investissement, une deuxième relance d'investissement qui n'a pas été aussi favorable et donc on a dû faire appel aux associés. Donc voilà où on en est aujourd'hui et on commence la deuxième production. On a fait des investissements qui il y a une mise à niveau. Une mise à niveau, donc on a dû avoir un groupe, une chambre froide, un certain nombre de modifications dans le bâtiment. On a dû acquérir ces cagettes qui nous ont facilité le transport pour avoir moins de pertes dans les produits. Comment en termes de stratégie marketing vous soluez? En fait, ça s'est fait parce qu'il y a eu des problèmes et qu'on a dû trouver des solutions. Parce que l'année dernière, par exemple, tous les produits ne sont pas allés à l'international. Donc on a démarché en fait le réseau de distribution et on a pu accéder à un certain nombre de marchés d'une grande chaîne du marché local et on a pu développer ce type de produit qui a été de vendre en 100 grammes en fait pour manger en snack en fait. Donc il y a les produits qui partent à l'export qui sont utilisés pour des industries alimentaires par exemple et puis il y a ça qu'on peut vendre dans les supermarchés ou qu'on peut vendre, c'est un goûter sain et c'est vendu en snack. Donc on a pu développer ça et puis on est sur d'autres niches aussi de développement de produits dont on attendra que ça sorte pour pouvoir dévoiler un peu les autres produits qu'on est en train de développer. Donc je pense aussi qu'il y a un défi qui est important, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, c'est, je veux dire, l'accès à certaines ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vous être installé en région, comparé aux entrepreneurs qui sont en ville, est-ce que parfois vous avez l'impression qu'il vous manque des informations critiques pour votre business ou bien est-ce que vous vous dites que j'ai été à Abidjan ou pas, ça ne changerait pas grand-chose? Comme je vous ai dit déjà, le problème d'accès à l'énergie a été une première difficulté. Mais bon, aussi le choix de Yamoussoukro a été choisi pour être proche de la capitale. Bon, Yamoussoukro c'est une capitale, mais la capitale économique qui est Abidjan. Donc on a accès, en 2 heures de temps on y est. Donc je vais souvent à Abidjan pour pouvoir
avoir des rendez-vous, etc. Je ne pense pas que d'être... j'ai pas trop senti d'être éloigné des centres d'affaires. Voilà, c'est ça. Un autre élément aussi qui est important, surtout dans votre position de femme entrepreneur, c'est la question du genre. Et c'est une question qui revient fréquemment. En tant que femme entrepreneur, comment vous vous sentez? Je me sens une entrepreneur, point. Je ne me sens pas une femme en particulier. Mais bon, de temps en temps, tu le sens dans le regard des gens. Mais moi, je n'ai pas dans ma tête que je suis une femme. Je suis juste une entrepreneur qui essaye de faire avancer les choses ou bien de répondre à un besoin. Je n'ai pas du tout cette idée de me créer des freins en disant je suis une femme, donc ceci, cela. Donc pour moi, il n'y a pas de frein en fait. Il n'y a pas de frein. Mais parfois, dans la question d'accès lié au financement, dans la littérature, en tout cas dans la discussion parfois, il est mentionné que les femmes entrepreneurs ont des difficultés pour avoir accès au financement. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans la gestion de cette entreprise que vous avez au quotidien, les difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que parfois vous avez senti cet aspect-là où, franchement, au quotidien, il n'y a pas de... Je pense que je n'ai pas eu accès à un certain nombre de crédits parce qu'on était une start-up, parce qu'on n'avait pas d'historique, pas parce que j'étais une femme en particulier. Est-ce que ici, je dirais dans la zone de Saint-Fra, vous êtes basé, est-ce qu'il y a des difficultés d'avoir accès aux ressources humaines? Et puis surtout aussi au niveau de la compétence des ressources humaines, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous rencontrez par rapport à votre métier? Ou bien est-ce que vos employés, vous êtes obligés d'aller chercher en dehors du territoire? Moi, j'ai deux types de main-d'œuvre. Donc, il y a les permanents qui sont plutôt des ouvriers qualifiés. Là, ça a été difficile un peu de les faire sortir d'Abidjan. Ça a été un vrai challenge. Bon, on a pu avoir un certain nombre de collaborateurs qui ont dû se réinstaller dans la zone ici. Donc ça a été un premier challenge. Tout le monde veut être à Abidjan. Si j'avais été à Yamoussoukro, bon là on est à 23 km de Yamoussoukro, dire qu'on va venir s'installer dans une zone rurale, peut-être que ça a créé des difficultés. Donc ça a été les premières difficultés. Et puis après il y a les saisonniers, les personnes qui sont la main d'œuvre qu'on peut avoir à proximité. Donc là c'est un vrai bonus parce qu'on est vraiment à proximité de certains villages. Et là, pendant la sélection, on a eu beaucoup de candidatures, on a eu pratiquement 200, 300 candidatures. Donc là, ce n'est pas un souci. Bon, après, l'autre souci, c'est de les former pour les mettre au niveau qu'on veut. Et il me semble aussi que vous avez eu l'appui de certaines structures pour aller chercher les stagiaires, par exemple. Oui, ça vous permet vraiment d'avancer? Oui, on a pu avoir accès à 2 stagiaires qualité qui sont encore là. Et je pense que si l'activité va bien, qu'on pourra les embaucher. Donc, on a eu accès à Emploi Jeune pour avoir ces 2 personnels qualifiés. Donc on en recherche tout le temps. C'est pas évident, comme je vous dis, du fait de notre situation, parce que tout le monde veut être à Abidjan. Donc j'en recherche encore en fait. Je recherche des maintenanciers, je recherche des agents de production. Donc on est toujours en permanence. Donc même la semaine dernière, je suis allée relancer des offres à l'emploi jeune en fait. Il y a des difficultés? Il y a des difficultés parce que quand la première demande n'est pas acceptée, pour remettre un dossier, pour repostuler, les gens se demandent pourquoi ça n'a pas été accepté en fait. Donc ils se disent peut-être qu'on est difficile. Non, on n'est pas difficile, c'est peut-être la région dans laquelle on est. Parce que quand on a des profils, qu'on les sollicite, ah non, on ne vient pas ici. Donc on est obligé en fait de repostuler, de remettre les offres sur le marché. Donc là, je crois qu'il y a 2-3 offres qui sont bloquées justement, maintenanciers, agents de production. Monsieur Yamoussoukro, je pense que nos équipes travaillent avec la directrice régionale de l'AEG pour vous accompagner. Est-ce que ça facilite les choses? Oui, ça facilite, mais bon, il faut que les personnes veuillent venir sur Yamoussoukro. Et s'il n'y a pas de sélection à la première demande, il faut qu'ils puissent aussi remettre des demandes complémentaires. Parce que quand on remet 2 ou 3 fois, des fois on ne remet pas en ligne parce que les gens ont un blocage. Des fois ils refusent de remettre en ligne tout simplement parce qu'on n'a pas pu
obtenir au bout de la première fois les compétences qu'on voulait en fait. Pour ceux qui nous suivent, c'est sûr qu'ils seront ravis de savoir qu'il y a de l'emploi en région. Tout à fait. Et qu'on en recherche, et aussi qu'il y a une qualité de vie. Tout à fait. Que vos collaborateurs habitent tous oui, il y a une certaine... bon, tout le monde, les collaborateurs permanents, il y en a qui sont à Yamoussoukro, mais il y en a qui se sont installés, par exemple à Bazré, à Zambakro, puis à Tchankorodougou. Donc voilà, ils sont à moins d'1 kilomètre, donc il n'y a pas de transport. Voilà quoi. Parlez un peu de perspective, même si c'est l'entreprise qui est jeune, donc lorsque vous projetez dans 1 an, dans 2 ans, comment vous voyez l'avenir? Je pense acquérir d'autres sécheurs, parce que l'unité qu'on a construite, c'est une unité qui est capable d'accueillir jusqu'à plusieurs sécheurs. C'est pour ça qu'on a bâti une construction qui a été conséquente pour pouvoir pas faire des investissements complémentaires d'envergure, mais avoir simplement que les sécheurs à acquérir pour pouvoir... voilà. Donc c'est d'agrandir notre capacité de production, parce qu'aujourd'hui quand on est en contact avec à l'international, la première question qu'on pose c'est quelle est votre quantité de production. Donc si je dis telle quantité de production, c'est pas assez suffisant. Donc voilà, c'est d'augmenter en capacité, surtout qu'il y a matière en fait. Il y a la mangue, donc voilà, c'est de remplir les conditions de qualité pour pouvoir accéder à ces marchés-là. Aujourd'hui, l'entreprise, dans 3 ans, ce serait une entreprise qui doublerait peut-être sa production? Triplerait, voire. Triplerait. Voilà. C'est de bonnes perspectives. Donc, oui, tel que je voulais mentionner, je veux dire aussi, au niveau de l'État, il y a des ressources qui sont mises en place. Puisque dans votre cas, bien sûr, vous avez mentionné déjà l'aide reçue par des structures telles que CPC. Vous avez aussi mentionné le soutien apporté par certains programmes tels que l'ADCI, du côté du ministère de l'Industrie, le programme PAXI. Donc côté ressources humaines aussi, bien sûr, l'AEJ est à vos côtés. Et tel que je vous le mentionnais, le rôle de Côte d'Ivoire PME est d'être vraiment votre conseil stratégique. C'est bien sûr à vos côtés de pouvoir réfléchir à ces perspectives-là. Je pense que dans le cadre de la réflexion sur votre plan stratégique et sur votre plan d'affaires avec Sofreco, nos collaborateurs ont été présents. Oui, tout à fait. Pour l'année en cours, on croise les doigts, puisqu'on a de nouveaux programmes qui commencent avec différents partenaires techniques et financiers. Et dans le cadre de ces programmes, puis les entreprises comme la vôtre, il y a des privilèges qui leur seront accordés. Donc désormais, vous avez une société de garantie qui a commencé depuis quelques temps. Mais effectivement, vous l'avez mentionné, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas pu avoir accès, bien sûr, au produit de la société de garantie, parce que le nombre d'années d'existence, vous ne cochez pas la case. La société de garantie a différents guichets. Et donc, pour le moment, le guichet qui est fonctionnel à la société de garantie, c'est ce qu'on appelle la garantie passée de portefeuille. Côte d'Ivoire PME et la société de garantie travaillent au sein d'un dispositif qu'on appelle le guichet unique de développement des entreprises. Et donc, au sein de la société de garantie, ils sont conscients de ce que les produits financiers actuellement en place ne satisfont pas toute la demande. Et donc, pour les entreprises comme les vôtres, ils travaillent avec l'État à mettre en place ce qu'on appelle des garanties individuelles. Et donc, ces garanties individuelles permettraient à l'État de pouvoir cibler des entreprises qui ont des besoins spécifiques. Et bien sûr, il y aura des garanties qui seront octroyées des entreprises. Donc, pour vous dire que la société a commencé depuis le mois de septembre. Et donc, il est prévu que des solutions soient trouvées. Donc, ce n'est pas toute la société de garantie qui vous est fermée. C'est parce que le produit actuellement actif au sein de la société de garantie a des critères que vous ne remplissez pas. Mais il y a des produits qui arrivent. Et bien sûr, avec la KfW, qui est la coopération allemande, des travaux sont en cours pour qu'il y ait un guichet dédié aux femmes entrepreneurs. D'accord. Les actions aussi qu'on fait beaucoup parce que là, on voit qu'il y a un groupe électrogène qui est en place. Il y a le bâtiment qui est là, voilà. Il y a aussi les travaux qui ont été faits. Effectivement, vous êtes dans une phase qui est une phase critique pour les entreprises. Je veux dire, c'est les 4 premières années de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est comment est-ce que vous êtes capable de rester focus et puis de pouvoir traverser, en tout cas, cette période-là et puis arriver au bout de l'autre côté. Vraiment vers la fin de notre échange, si vous aviez, je dirais, un message d'un premier temps pour les entrepreneurs. J'ai un partenaire financier, quand j'ai présenté le projet, ce qui a marqué en fait dans notre approche, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir des aides avant de se lancer. Il faut commencer. Et puis c'est ça qui peut motiver des gens à vous aider. Parce que si vous attendez tout de tout le monde, vous n'allez jamais avancer en fait. C'est un tien, tu l'auras parce que voilà, il faut avancer. Et puis si nous on n'avait pas avancé, on serait nulle part encore.
Parce que si on avait attendu de l'aide, on n'aurait pas commencé en fait. Comme vous, Côte d'Ivoire, PME, je pense que si je n'avais pas ce bâtiment, si on n'avait pas ces produits, vous ne serez jamais venu nous voir. Parce qu'il faut avoir des choses à montrer pour que les gens viennent vous voir et puissent vous aider. Parce qu'il faut qu'ils voient que vous avez du potentiel et que vous avez fait quelque chose pour pouvoir vous accompagner, pour vous aider. Donc, il ne faut pas attendre forcément de l'aide. Il faut commencer et puis vous allez voir que les aides vont venir. Moi, c'est comme ça parce que j'aurais jamais pu croire que je puisse avoir une subvention pour pouvoir continuer les activités. Mais si vous ne faites pas, si vous ne faites rien, les gens ne vont pas venir vous aider. Donc, c'est vraiment ça que je veux dire. Il faut commencer et puis c'est à la base de ce que vous avez fait qu'on peut vous aider. Sinon, on peut pas vous aider sur peu de choses, quoi, sur rien. Donc c'est très difficile. Dans la phase de conceptualisation, on ne sait pas trop est-ce que notre business va marcher ou pas. Mais dans votre cas, bien sûr, vous avez décidé de franchir ce cap-là. Donc vous avez fait votre part et aujourd'hui aussi par rapport à l'État, puisque l'État est un acteur essentiel du soutien au développement du secteur privé. Parfois, on lance des programmes d'accompagnement, on essaie de soutenir des entreprises. Et puis le lendemain, on rencontre une entreprise et puis on se dit pourquoi cette entreprise n'était pas présente. Par exemple, Côte d'Ivoire PME, en 2023, a lancé un programme en direction de plus de 35 entreprises. On a eu à financer pour près de 300 millions d'équipements en subvention. Et les entreprises qu'on visait, vous faites partie de la cible qu'on visait. Et ceux qui ont reçu ces équipements-là, par exemple, c'est des startups, c'est des PME dans différents domaines. Et donc, pour vous dire que lorsqu'on vous rencontre maintenant, vous se dit pourquoi est-ce que quelques mois auparavant, on n'a pas plutôt découvert de ces hommes. Mais je pense que ce n'est pas un problème, puisque avec l'appui de la coordinatrice du DPI Bélier, elle nous a référé votre dossier. Et puis on commence maintenant la discussion. D'accord. On sera beaucoup plus présent, en tout cas à vos côtés. Merci. On fera notre part. Merci. Merci pour la confiance. Et puis merci aussi pour en tout cas, ce message à l'endroit de l'État. On le prend vraiment beaucoup de, je dirais beaucoup de plaisir. Et puis notre rôle vraiment c'est cela. C'est vraiment pouvoir évaluer ce qu'on fait sur le terrain et être beaucoup plus à l'écoute des entrepreneurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.